dû en donner de la voix pour suivre leur voix, cette voix qui les a emmenées, qui les emmène au plus haut niveau. Elles ont dû en donner de la voix pour s'imposer dans un monde où le masculin l'emporte souvent sur le féminin. Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition des Voix d'Orléans consacrée aux femmes et au sport. Et ce sont des voix en or que je propose d'accueillir. Elle est actuellement l'attaquante de l'éco-volley. En 2001, elle a été élue sportive de l'année au Sénégal. Depuis, elle enchaîne les titres avec ses différentes équipes internationales de volley. La Lionne d'Orléans a aussi un cœur en or, Fatou Diouk. Priscilla Nieto, elle est judokate, Fatou. Elle est judokate à l'USO, 5 fois championne de France, 5 fois médaillée d'Europe, 3 fois championne du monde et médaillée olympique. Priscilla ne veut pas oublier qu'elle est une femme avant tout. Priscilla Nieto. Installez-vous, Priscilla, merci. Pour l'USO Judo, Priscilla fait partie de l'USO Judo. L'USO Judo, c'est une famille, c'est sa famille sûrement. Championne du monde, quintuple championne d'Europe, vice-championne olympique, elle nous a fait vibrer, elle m'a fait vibrer pendant de longues années. Elle continue de prêcher pour les valeurs du judo. Je vous demande d'accueillir la judokate Céline Lebrun. Membre de l'équipe de France pendant 10 ans, d'abord en athlétisme puis en canoë-kayak, finaliste aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Elle est membre du Conseil fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie. Elle est présidente du canoë-kayak Club Orléans depuis 2021. Pour elle, le sport de haut niveau, c'est un vrai métier. Bienvenue à Agnès Legroux. Notre dernière voix d'or a été de nombreuses fois championne de France, multimédaillée aux championnats d'Europe, médaillée aux championnats du monde. Elle a été arbitre internationale, encore l'année dernière, responsable de la formation des cadres à la Fédération française de gymnastique, membre de l'Agence nationale du sport. Merci d'accueillir, d'applaudir la gymnaste Eva Serrano. Eh bien, merci à toutes les 5, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de la mairie d'Orléans pour cette très, très belle après-midi que je vous propose. Une nouvelle édition des Voix d'Orléans et pour partager avec nous votre expérience, vos expériences. Alors, il y a vos titres, vos médailles. Il y a ces moments, je le disais, d'une intensité dingue que vous nous avez offert, que vous continuez à nous offrir également. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Parce que pour arriver à ce niveau, ce haut niveau, il faut de l'abnégation, des efforts, des sacrifices, de la ténacité, de la détermination. Il faut se battre contre des clichés, contre des idées reçues. On en parlera. Faire carrière au plus haut niveau dans un monde du sport essentiellement prévu, dirigé par et pour des hommes, ça ne doit pas être simple. Alors comment devient-on sportif de haut niveau? Pour être peut-être avant tout, et peut-être avant tout, il faut être passionné, non, Fatou? Bonjour tout le monde. Oui, il y a la passion, il y a aussi la détermination, il y a beaucoup de travail derrière. Moi, je suis arrivée au volley par hasard, robe rouge, pieds nus. Dans la rue, j'ai croisé mon entraîneur et qui m'a dit d'essayer le volley. Mais je dis pourquoi pas. C'était au Sénégal, hein? Oui, au Sénégal. Et du coup, depuis lors, je suis passionnée. Mais derrière, il y a tout un combat de femmes. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis la première sportive de toute ma famille, génération confondue. Donc, j'ai fait du chemin pour pouvoir les convaincre de me laisser faire du sport. Convaincue, dans votre famille, Priscilla Nieto, le judo, c'est une affaire de famille. Et c'est une passion avant tout? Bonjour à tous déjà et à toutes. Le judo, c'est une affaire de famille, mais que dans la fratrie. Parce que mes parents sont des athlètes de haut niveau, mais mon père, c'était plutôt le foot et ma mère, le handball. Et le judo est arrivé par hasard. C'était vraiment, j'ai frappé à la porte, j'ai voulu essayer, j'ai voulu suivre une copine. Et le feeling est tout de suite passé. Et je dirais que c'est l'accompagnement que j'ai eu tout au long, on va dire, de mon apprentissage qui m'a mené là où je suis, avec les hauts et les bas et les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que femme ou pas. Voilà. La passion, Céline, elle est venue comment du judo pour vous emmener au plus haut sommet? Bonjour à toutes et à tous. Pareil, je crois qu'on est tombé dans notre discipline vraiment par hasard.
Et la passion a été directe parce que dans notre discipline, on a la chance d'avoir pas mal de valeurs. Et pour continuer ça, pareil, moi dans une famille où il n'y avait pas du tout de sportifs, on a tous essayé le judo. Et l'avantage, c'est que je pouvais me battre avec mon frère. Et gagner. Donc voilà, et j'ai gagné. Et moi j'ai continué, pas lui. Agnès, vous avez commencé par l'athlé. Eh bien non. Ah. J'ai commencé par le kayak avant d'être en fauteuil. Et aussi par hasard, au gré d'un règlement qui imposait aux équipes UNSS d'être mixtes. Donc, on est venu me chercher pour faire partie de l'équipe du collège pour les championnats académiques de canoë-kayak. Et là, j'ai découvert cette passion. Et l'athlé, alors, dans votre vie? Un hasard, un défi. Je suis une femme de défi. C'était pour courir un marathon. Et donc, pour courir un marathon, il faut déjà apprendre à courir. Et ça m'a plu. Je me suis découvert un talent. Et j'ai continué et je suis devenue athlète de haut niveau en athlétisme. Eva Serrano, pour vous, Eva, la gymnastique, c'est un hasard comme vos coreligionnaires là, qui sont avec nous cet après-midi? C'est un hasard ou pas? Exactement. C'est vrai? C'était une rencontre entre une activité que je connaissais pas du tout et qui s'ouvrait dans mon quartier. Donc vraiment le hasard. Des parents, une famille pas du tout sportive. Et je suis tombée amoureuse de la gymnastique rythmique. Alors c'est vrai que moi, c'est un sport extrêmement féminin, exclusivement féminin, donc une particularité. Et voilà, j'ai adoré. Évidemment, après, je suis rentrée dans un système de détection où on m'a repérée par mes qualités un peu exceptionnelles pour la discipline. Et puis, j'ai dû quitter très tôt la famille, par contre, à 11 ans. Voilà, donc je suis partie 1 an à Évry, 5 ans à Calais, 4 ans à Orléans. Orléans, mon club de cœur, et toujours mon club. Ouais. Mais à quel moment, vous prendrez le micro chacune, à quel moment dans votre tête vous vous dites, il y a la passion, je peux faire du sport, le sport loisir est devenu sport compétition? Allez, je me lance. En fait, c'est suite à un championnat de France. Chez les jeunes où j'ai découvert un peu tout ce qui était sport-études et je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire, je veux être aussi la dame de la télé, celle qu'on va applaudir. Et du coup il y a le sport-études d'Orléans qui m'a demandé si je voulais intégrer. Malheureusement scolairement c'était un peu plus compliqué parce que je faisais des études dans tout ce qui était biologie, il n'y avait pas sur le sport-études. Alors, on a trouvé une solution. Il y avait l'école technique qui était là. Et on m'a dit, tiens, tu vas changer carrément de formation et tu vas partir sur cette école où j'ai fait du commerce. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être championne, je veux être la fille qu'on voit à la télé. Donc, c'est l'ego. Enfin, il y a un côté un peu égo. Et puis, comme j'aimais ma discipline, j'avais envie d'aller chercher les médailles parce que je pense que c'est très important pour moi parce que je me suis dit, je m'entraîne et j'ai envie de me battre avec des personnes qui me ressemblent parce que comme on sait le judo ça reste un sport masculin et ça fait que j'avais que des adversaires hommes et donc c'était un petit peu embêtant de les battre même si c'était qu'à l'entraînement, donc je voulais voir de quoi j'étais capable et à chaque fois j'ai toujours relevé le défi étape par étape et c'est ça qui a été pour moi magique. Merci Céline. Alors vous, Priscilla, à quel moment le sport loisir est devenu sport compète et à l'instar de Céline, vous vous êtes dit je veux être la dame de la télé, je veux gagner des médailles? Alors moi j'étais vraiment loin de ce côté je veux être la dame de la télé parce que le judo à mon époque n'était pas, quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas autant de médiatisation, je dirais. Donc moi, quand j'ai commencé mon parcours, on va dire, c'était plutôt le côté je pars de chez mes parents. Donc à 13 ans, tu pars de chez tes parents, tu pars en sport et études. Donc je voyais le côté, je me voyais déjà majeure, genre femme, j'allais faire ma vie. Et en fait, non, c'était vraiment, j'entrais dans la cour des grands, c'est-à-dire tu passais d'un entraînement par semaine à 1 par jour. Et après, justement, j'ai commencé à côtoyer du coup les plus grandes sur des stages, des regroupements nationaux. Et en fait, elles m'ont fait rêver. C'est-à-dire que j'ai aimé la puissance que dégageait leur groupe. J'avais face à moi des femmes que je voyais combattre vraiment dans le dur, se motiver, préparer des championnats. Et en fait, toute l'énergie qu'elles ont dégagée tout au long de ces stages que j'ai pu faire,
m'a donné envie de... On va peut-être reprendre un micro. Est-ce que tu peux faire tout, lui redonner peut-être l'autre micro? Est-ce que là, ça va mieux? 1, 2, oui, c'est bon. Donc, je dirais, en fait, c'est l'énergie qu'elles ont dégagée tout au long des stages auxquels j'ai participé avec elles qui m'ont donné envie, en fait, de leur ressembler. Voilà. Ça fait quoi, Céline, juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait quoi d'être enfin la femme qu'on voit à la télé? Ça fait bizarre et puis ça touche toujours quand voilà, des personnes disent « ouais, j'avais envie de te ressembler ». Ça fait quelque chose, ça touche énormément. Et c'est vrai que si on peut servir d'exemple pour les jeunes, pour les femmes et tout, d'aller au bout de leur projet, c'est toujours super. Voilà, pour preuve. Hein. Ouais. c'est plein d'émotions de pouvoir transmettre cela. Le volley dans les rues du Sénégal, dans les rues de Dakar. Ouais. Et puis à un moment donné, le volley, c'est devenu un sport professionnel, votre sport professionnel, en fait, ou du hockey. À quel moment on se dit, c'est plus qu'un sport, c'est pas qu'un sport de loisir, ça devient un sport de compète et je veux enchaîner les titres? Alors, je serai la dame de la télé. Non, pour moi, c'est très différent. En fait, moi, tout de suite, je me suis dit, en fait, le volley n'était pas connu. Quand je parlais du volley, je fais du volley, personne ne savait. C'était quoi? C'était quel sport? Donc, c'était un défi pour moi, déjà familial, parce qu'il fallait que ma famille accepte que je fasse du sport. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire du sport pour quand même être amatrice. Donc, il fallait que je réussisse. Et je ne vais pas non plus faire du sport pour que les gens... J'avais envie que les gens connaissent le volley. C'est-à-dire, au Sénégal, j'avais envie que les gens connaissent. J'avais envie que ma famille soit fière de dire « Ah, c'est la fille qui a fait connaître le volley. » Donc, il y a ça. Il y a cette partie-là. Donc, il y a ça. Il y a aussi cette partie où je suis l'aînée de ma famille. Et je m'étais dit, je dois montrer l'exemple, oui. Et pour montrer l'exemple, il faut arriver en première. Donc, c'est toutes ces paramètres-là ont fait que je me suis dit, mais faut que je réussisse. Il faut que vraiment que le volley soit quelque chose pour moi. Agnès Legroux, à quel moment le sport loisir est devenu sport compète? C'est devenu sport compétition quand j'ai commencé à battre des hommes. Et je suis compétitrice dans l'âme. Et la compétitrice, c'est quoi être compétitrice? C'est quoi être compétitrice dans l'âme? C'est envie, oui, voilà, c'est ça. C'est vouloir gagner. Mais il y a la compétitrice ou le compétiteur qui est si je gagne pas, c'est même pas la peine que je prenne le départ. En disant si j'y vais, c'est pour gagner. Et voilà, commencer à battre des hommes, je me suis dit mais alors j'en suis capable. Et là, j'ai osé. Et ça, c'est important d'oser. Oser y aller. Et je me suis dit, je vais pas en rester là. Moi, ce que je veux, c'est la marche du haut. Et j'ai trouvé un club dont la devise était aucune marche ne doit rester trop haute. Et ça a vraiment été mon leitmotiv en me disant, je veux aller aussi loin que possible. Je suis d'une famille où le sport, non, le sport, si tu fais du sport, c'est que tu n'as pas dépensé assez d'énergie à faire les tâches du quotidien. C'est quoi ça, le sport? Donc, il y a eu des combats à mener et oui, gagner. Eva Serrano, pour vous, même question, j'allais dire, à quel moment la compétitrice en vous est sortie de vous? Alors, moi, la gymnastique rythmique, c'est différent. Il n'y avait pas d'icône comme il y a pu avoir au judo de ma génération. Mais même par avec contre, des Nadia Comaneci qui faisaient quand même de la gym, c'était pas de la gymnastique comme vous. Ouais. D'ailleurs, j'ai voulu faire de la gym pour faire comme Nadia Comaneci, mais en fait, je me suis dirigée sur la GR parce que j'ai préféré. Et donc, j'ai appris à connaître les championnes internationales, à apprécier. Et en fait, c'est ça qui m'a motivée. C'était plus ce côté-là en disant, mais moi, je veux faire ça. Ça, c'est trop chouette, je veux faire ça. Et donc, pareil, quand je suis partie en sport-études, toutes les meilleures de l'équipe de France, je me disais, ah non, mais moi, je veux faire ça. C'était vraiment dans mes tripes, quoi. Il n'y avait pas ce côté forcément performance gagnée, mais arriver à faire ça pareil parce que c'est trop chouette.
Donc c'est ça qui m'a été mon leitmotiv tout au long de ma carrière. Mais quand même compétitrice, quand même battante pour pouvoir arriver à faire ça. Pour gagner. Et à la fin gagner. Ouais, mais c'était peut-être pas le leitmotiv au départ. Voilà, c'est arriver à faire ça. Et petit à petit, ça a été pour arriver nous à gagner, c'est avoir son style, son originalité, créer des difficultés à soi. Voilà, il y a quand même tout un parcours qui est un petit peu différent parce qu'on a un côté aussi artistique. En plus de la performance, et il y a la possibilité de créer des éléments et d'arriver à faire quelque chose de différent des autres. Et ça a toujours été peut-être ça mon leitmotiv, c'est arriver à faire mieux et différent et avoir mon truc à moi. Eva, désolée si vous allez être la première, mais vous allez pouvoir réfléchir. Fatou, Priscilla, Céline et Agnès, c'est quoi vos qualités? Qu'est-ce qui vous a démarqué? Qu'est-ce qui vous démarque de vos compétitrices, des nanas qui étaient face à vous? Alors en 1, je dirais la générosité. C'est curieux pour une qualité de sportive, mais je pense que sur un praticable de GR, vu qu'on a un jury en face de nous, si on n'est pas généreuse et qu'on ne donne pas au public, on ne donne pas au juge quelque chose qu'on transmet, c'est raté. Donc je pense que c'est ça ma première qualité de gymnaste. Après, bien évidemment, des qualités intrinsèques de très volontaire, c'est-à-dire que quand je me lance et que je décide de le faire, il peut s'arriver plein de choses, je lâcherai pas. Donc ça, c'est vrai que c'est des qualités très importantes dans le sport de haut niveau. La motivation, donc le côté acharné. Ouais, et puis je pense que c'est ma bonne humeur aussi. C'est-à-dire que même quand c'est dur, je pense que je reste avec le sourire. Même dans les moments de doute ou même de difficultés intenses, je retrouve vite le sourire. Agnès, vos qualités? Pour performer, ouais. Le dépassement de soi. Vouloir aller plus loin, ne pas lâcher. C'est bon? Oui. Céline. Pareil, moi je suis une laborieuse, enfin une rigoureuse. Je me donne à fond dans tout ce que je fais pour pas avoir de remords ni de regrets. Et voilà, après j'adore partager. Et nous on est un sport individuel, mais malgré tout on a besoin des autres. Donc j'ai toujours eu ce respect et ce partage avec mes partenaires ou mes adversaires. Voilà, pareil, hein, j'aime bien être un peu fofolle et voilà, toujours mettre de la bonne humeur au sein du groupe. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi ma force, parce que je sais que je serai toute seule sur le tatami, mais avant j'ai besoin des autres. Donc juste que même 20 minutes avant le combat, j'arrive à papoter avec les autres. Priscilla, qualité de Priscilla pour arriver au plus haut niveau? Alors je dirais en numéro 1, l'abnégation, c'est-à-dire que aujourd'hui, à chaque fois qu'on m'a dit tu vas pas y arriver, moi j'ai toujours cru en moi, en mon potentiel, peu importe ce que pensaient les autres. Et même quand j'avais, on va dire, même quand j'étais dos au mur et que c'était super dur, en fait, j'ai toujours trouvé en fait une lueur d'espoir. Et au final, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Et une deuxième qualité qui va avec, c'est ce côté, on va dire, one life, c'est-à-dire que moi, je pars d'un truc, j'ai qu'une vie en fait, et il faut que je profite en fait de chaque opportunité, de chaque chose positive qui s'offrira à moi, et puis je profite vraiment de tout ce qui est positif autour de moi pour avancer, le côté humain, le côté je travaille dur, mais c'est parce que derrière j'aurai un retour positif, même si c'est long à venir, mais peu importe, ça va venir. Donc je pense que c'est ce sont des qualités qui me mènent et dans le sport et dans la vie de tous les jours. Fatou, tes qualités de sportive de haut niveau? Alors pour moi, je vais dire l'adaptabilité. Parce que pourquoi adaptabilité? Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de pays où j'ai joué. Mais pour quand même performer dans chaque pays, il fallait que je m'adapte. Donc c'est quand même, j'ai cette qualité-là que j'aime bien. Et la résilience. Ça va? C'est de l'eau. Bon. Alors pourquoi la résilience? Parce que c'est pareil, en fait le sport c'est un peu tout, hein. Là j'ai des ados devant moi, donc c'est parfait. À l'école c'est pareil, hein. En devoir on a 13, on a envie d'avoir 16, il faut être résiliente quand même pour atteindre ses objectifs, et à l'école et dans la vie. Le sport c'est pareil. Donc moi c'est une des qualités qui m'ont pu me permettre d'aller au plus haut niveau. Et après il y a l'ambition. L'ambition c'est savoir ce qu'on veut et y aller, et peu importe les obstacles, il faut y aller.
Que ce soit d'ailleurs dans un sport collectif ou dans un sport individuel ou mix un peu comme le judo, où de temps en temps vous avez aussi des compètes mix, pour le coup, d'équipe de France, comme une actrice dans les yeux de son réalisateur, il y a un coup de foudre entre un entraîneur peut-être et la sportive ou le sportif de haut niveau. L'entourage, l'entraîneur, ça fait partie aussi de la recette de cuisine pour y arriver? Alors, le coup de foudre, non, mais c'est clair qu'il faut que ça matche. C'était pour la poésie. Non, il faut que ça matche, il faut qu'il y ait une compréhension de l'un de l'autre dans les deux sens. Ça ne peut pas être uniquement l'entraîneur vers l'athlète. Ça ne fonctionne pas comme ça. Faut qu'il y ait une bonne communication. Votre entraîneur, Eva, a été aussi, est toujours, on est deux, on est à la vie, à la mort. C'est un truc de fou parce que 45 ans aujourd'hui, elle a encore une influence sur moi. C'est-à-dire que quand elle va me dire quelque chose, ça a un impact, toujours. C'est-à-dire que le parcours, tout ce qu'on a traversé, cette relation qu'on a créée qui est forte parce qu'on traverse les hauts, les bas, et on doit se relever ensemble, ça crée quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouve pas ailleurs, vraiment. Et donc ce lien qu'on a avec son entraîneur, il est indéfectible. Mais alors en plus, moi, dans mon parcours, j'ai changé entre-temps. Donc, mais aujourd'hui, donc Snejana, qui est encore au club d'Orléans, ça reste quelqu'un qui aura marqué ma vie et qui est toujours là, en fait. Voilà, on parle, on échange toujours tout. Et c'est important parce que effectivement, ça part de la confiance. C'est une confiance mutuelle. Elle a confiance en moi et moi, j'ai confiance en elle. Et dans ce cadre-là, ça peut fonctionner. Et c'est pas facile. Hein. On a des hauts, des bas, des crises. Des engueulades. Graves. Et surtout que généralement, c'est pas deux petits caractères. Donc, voilà. Céline, vous aviez pris le micro, l'entraîneur. Non, l'entraîneur, ouais, c'est fou. Oui, c'est quelqu'un d'important. Comme on dit, un simple regard suffit parce que j'ai dû changer plusieurs fois d'entraîneur, on va dire au niveau national, mais au niveau du club, ça restait toujours le même. Mais on se regardait, je savais ce que je devais faire, il savait ce qu'il devait me dire, et voilà, c'est comme elle disait Eva. C'est un lien fort, on peut pas retirer ça. L'entente, elle se fait simplement, on n'a pas à chercher. Et c'est des personnes qui sont toujours présentes dans la vie de tous les jours. Mais pardon, on parlait de coup de foot, c'est pas un coup de foot, mais qu'est-ce qui choisit l'entraîneur? Comment on se choisit dans ce couple? En fait, ça se fait naturellement. Au club, c'est facile parce qu'on se dit j'aime bien sa façon de travailler. Enfin, on l'a vu évoluer avant. Et moi, par exemple, c'est pour ça que je suis allée à Orléans parce que j'ai vu les personnes qui étaient là-bas et je me suis dit c'est avec eux que je vais travailler. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement et on a trouvé cette complicité. Et après, malheureusement, différemment, au niveau national, c'est qu'il y a des entraîneurs qui sont là et il faut trouver la personne avec qui on s'entend le mieux, surtout qu'à chaque Olympiade, ça change. Donc on sait que souvent, on part pour 4 ans, on va dire, avec une personne. Peut-être au bout des 4 ans, on l'aura plus à nos côtés. Donc il faut trouver une autre personne avec qui le feeling il passe tout seul. Et des fois, c'est même en plus des personnes avec des tempéraments complètement différents. Mais malgré tout, on trouve ce petit truc. Un point d'équilibre. Un point d'équilibre parce que je suis passée avec j'ai été entraînée par un garçon, après par un autre garçon avec un caractère plus fort, après je suis passée avec une fille. Donc, mais le lien s'est fait et on est toujours en contact. Quand on se voit, c'est toujours pareil. C'est toujours aussi fort. Il y a ce respect l'un envers l'autre. Enfin, pour moi, c'est des personnes qui resteront toujours et qui le savent, qui sont toujours présentes pour moi. Priscilla, INSEP, entraînement à l'INSEP en ce moment. Comment ça se passe les relations avec l'entraîneur, vos entraîneurs, votre entraîneur? Comme disait Céline, nous on a déjà 2 entraîneurs, donc un entraîneur de club et un entraîneur de fédé. Je dirais que le côté entraîneur club, en fait, c'est l'épaule sur laquelle on se repose plus facilement parce qu'on sait que notre entraîneur de club, quoi qu'il arrive, il est là pour nous accompagner à briller, pour nous accompagner à faire briller le club. Donc cet entraîneur-là est différent. On a ce côté, je dirais, beaucoup plus coup de foudre. Là, on sait qu'on a la main mise sur le temps qu'on va passer avec lui. Et on a les entraîneurs fédéraux
où là, on a un amour en CDD, on va dire, de 4 ans, où il faut faire au mieux, il faut faire au mieux pour s'adapter. En fait, il faut savoir donner pour recevoir, et en fait, ça va dans les deux sens. Trouver une force commune qui va nous aider à avancer. Donc ce sont des personnes qui sont très importantes, qu'on voit beaucoup plus que nos familles, avec qui on apprend à grandir. Donc il est très important de maintenir un lien très très fort. Tu sais qu'en t'écoutant, en fait, je pensais à la série 10%, vous avez rigolé quand j'ai parlé de cinéma, mais c'est un peu votre, comme on n'appelle pas le manager, comment ça s'appelle, l'agent, c'est votre agent en fait, presque. Ah oui. Il a un peu ce rôle-là, il remplace la famille, il remplace les amis, c'est la personne avec qui que vous côtoyez le plus souvent. Dans les sports collectifs, l'entraîneur, c'est lui quelque part qui vous choisit aussi pour venir dans un club ou pas, ou comment se passe la relation en fait au volley? Au volley, alors moi, mon premier entraîneur, c'est un peu comme Eva, en fait, il est devenu mon père, en gros. On a eu cette relation qui jusqu'à présent qu'on garde. Et dans les sports collectifs en général, le coach choisit son équipe, avec les managers, tout ça, avec l'équipe. Mais nous aussi, on a notre choix, hein, c'est-à-dire on a beaucoup de clubs qui demandent aussi voilà. Et moi, dans ma carrière, j'ai toujours choisi mes coachs qui sont humainement... Vraiment, je choisis tout le temps la partie humaine parce que moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. À chaque fois qu'on parle d'un entraîneur va aller entraîner quelque part, je demande tout le temps comment il est humainement. Parce que pour moi, cette relation, c'est important. Le sport est assez compliqué, on a assez de pression, on a assez de tout ce qu'on peut dire derrière. Donc moi, de pouvoir communiquer avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de parler, mais de pouvoir savoir que je peux me reposer sur cette personne-là quand ça ne va pas, juste parler. 2-3 minutes, c'est quelque chose qui compte et qui est important. Donc, cette relation-là, c'est très, très important. Et en général, on l'a avec le coach. Et moi, c'est cette relation-là que je garde de tous mes coachs, mais vraiment sans exception. Ça veut dire qu'un grand sportif ne peut pas devenir spécialement un bon entraîneur, et un bon entraîneur n'est pas spécialement un grand sportif. Tout à fait. On est d'accord là-dessus? On est très bien d'accord là-dessus. Comment se passe la vie d'une sportive de haut niveau, Agnès? Vous dites une phrase importante, vous dites que le sport est facteur d'inclusion, de sociabilisation, mais c'est aussi, pour le sport de haut niveau, un facteur d'exclusion, de désociabilisation. Et quand on papotait avant ensemble, vous étiez toutes les 5 complètement d'accord avec cette phrase. Eh bien, ça veut dire... Parce qu'on vend le sport comme... allez, hop, alors au quotidien, ok, en club, ça permet de se retrouver, de passer des bons moments. Mais quand on passe au sport de haut niveau, on professionnalise, on exclut, on ne va pas aller faire la chouille, on va aller se coucher de bonne heure, même si y a les copains qui sortent, eh ben, on fait attention à notre alimentation, on fait attention à notre sommeil, parce que toute notre énergie, on la met dans notre sport pour pouvoir performer. Ça veut dire qu'on va être en compétition quand il va y avoir des événements familiaux. Donc on va louper des choses. Moments importants. Ouais, on loupe des moments importants. Donc ça, c'est au sein de la famille, au sein des amis. Donc on met de côté pour cette vie d'athlète de haut niveau. Et qui ne dure pas longtemps, on y reviendra, mais qui ne dure pas non plus très longtemps. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère le fait de mettre à côté sa vie d'adolescent, sa vie de sortie pour sortir, d'assister à des conférences le vendredi après-midi, on fait des choix. Sortir le samedi soir? En fait, ce sont des choix. Et comme ce qu'on veut, c'est performer, on sait que pour performer, on met ça de côté. Et le fait de le mettre de côté, ça ne veut pas dire que quand on va arrêter d'être sportif de haut niveau, on va le retrouver. Parce que les gens ne vont pas forcément nous avoir attendus. Professionnellement aussi, le sport de haut niveau, on peut réussir à se reconvertir et après avoir été sportif de haut niveau et avoir une belle carrière. Mais pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont une vie professionnelle en même temps et que avoir une vie professionnelle et une vie de sportive en même temps, la vie professionnelle, c'est-à-dire que les promotions, elles ne sont pas pour nous. Parce que, du coup, le métier, il est alimentaire. Il est là pour qu'on ait des ressources financières. Parce que notre énergie, on met tout sur le sport. Eva Serrano, le sport de haut niveau a été facteur d'exclusion, de désociabilisation pour vous?
Alors, moi, j'ai arrêté à 22 ans. Donc, pour certains, à chaque fois, on me disait 22 ans à la retraite. Ouais. Retraite sportive. Alors, oui, forcément, on rate tous ces moments de vie personnels, de vie avec les amis, etc. Mais c'est un choix pleinement assumé. Donc, on s'en rend compte quand on a 13, 14, 15 ans ou même avant. Ouais, même on après. S'en rend compte. Oui. Plus tard, oui, encore plus, parce que quand on est étudiant, que tout le monde fait la fête, nous on travaille, donc oui, on s'en rend bien compte, mais pour moi c'était un choix pleinement assumé qui ne m'a pas pesé, même si on me répétait à chaque fois, c'est beaucoup de sacrifices, tout ça, oui. Ce qui est dur peut-être, c'est s'éloigner de sa famille très tôt dans l'enfance, ça c'est quelque chose de difficile, mais qui construit aussi, donc ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'à la fois ces épreuves de peut-être de désociabilisation, d'éloignement de la famille, on se construit différemment et pas moins bien. Donc c'est pas une frustration. Ça rajoute de la force pour combattre, pour se battre et pour être la première. Ouais, si on est capable de passer ça, c'est une étape à sa carrière, clairement. Ouais. Fatou, désociabilisation, ça passe peut-être par effectivement, comme le disait Eva, quitter ses parents, quitter sa famille, et ça c'est compliqué. Le plus compliqué. Alors, je rejoins Eva sur le fait que c'est une force. Parce qu'en fait, moi je me rappelle, j'ai fait mon choix à 14 ans quand même. J'étais assise avec mes sœurs et mes frères en leur disant « Ok, maintenant moi je me sacrifie, je pars. Par contre, je pars pour vous. Donc, je pars pour votre avenir. Donc, ça dépend de c'est quoi la motivation, en fait. Et du coup, derrière, moi, à chaque fois que j'étais loin d'eux, en fait, j'étais pas triste parce que je savais qu'eux, ils étaient bien. Et donc, moi, de savoir qu'eux, ils sont bien, forcément, je suis bien. Donc, c'est vraiment... c'était un choix qu'on assume ou que j'ai vécu aussi très bien. À partir de 14 ans, j'ai commencé à aller partout en équipe nationale, à aller faire des choses. Quand je devais partir, je me rappelle, 19 ans partir, il y a ma mère, ma grand-mère, ma soeur, en larmes. Le salon était plein de larmes. Et moi, je t'ai dit, mais ça va, je reviens. Mais je reviens avec plein de thunes. Voilà. Donc, voilà. Donc, je serai la dame de la télé. Voilà. Et donc, j'ai dit, mais non, mais voilà, quand je reviendrai, on sera mieux. Donc, on dédramatise les choses et après, on le vit mieux, tout simplement. Voilà. Céline, Priscilla, tout ce que viennent de dire les filles, vous avez senti cette désociabilisation, ça vous a manqué de ne pas sortir, ça vous a manqué de ne pas avoir une vie de jeune fille, entre guillemets, comme tout le monde? Disons que moi j'ai eu cet avantage que mes amis m'ont beaucoup suivi et mes parents, même s'ils étaient loin, on arrivait toujours à avoir des contacts et dès que j'avais fini une compétition de judo, hop, je me sauvais vite pour être avec eux. Et le fait aussi que je discute beaucoup avec eux avant de partir et dès que je rentrais, c'était pour aller les voir eux. Ça m'a permis de savoir où j'étais et donc quand j'ai arrêté la compétition, je les ai retrouvés tout de suite. La seule chose qui m'a fait bizarre, c'est mon filleul, je l'ai vu, il était encore dans le ventre de sa maman et puis après, je l'ai vu maintenant, il va faire une compétition le week-end prochain. Voilà, ça fait des étapes comme ça en fait, je les voyais qu'une fois par an, mais je savais que Noël c'était important, qu'il y avait des dates comme ça et ça me permettait justement de me dire voilà, c'est pour ça que je fais ça et je sais que quand je vais avoir fini cette compétition, je vais les retrouver et que quand moi j'ai eu une carrière assez longue, j'ai eu cette chance-là, donc je suis rentrée à l'INSEP en 96, je suis ressortie en 2011, donc en plus j'ai eu une carrière très très longue et il a fallu jongler avec ça et le fait de savoir qu'ils étaient toujours proches de moi et qu'ils me soutenaient dans ma démarche, c'était extra. Et voilà, de voir ma nièce, pareil, un bébé, puis après venir me voir au tournoi de Paris, dire c'était super tata, j'ai vu la chanteuse à la télé là. Ah d'accord, mais tu m'as regardé combattre. Non mais il y avait la chanteuse. Donc, c'était bien. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui permettent d'avancer. Et puis comme ça me permet aussi de faire mon double projet, j'ai toujours fait des études et mon sport en même temps. Ça fait que je rencontrais d'autres personnes et voilà, j'ai écouté leur parcours de vie, donc c'est comme ça qu'on côtoie aussi d'autres sportifs de haut niveau. Et voilà, c'est pour ça, moi j'ai pas eu ce sentiment de m'écarter des choses parce que je découvrais d'autres univers et ça m'a permis de grandir. Et c'est pour ça que j'ai peut-être, même si je suis un petit peu timide malgré tout, mais en fait je parle facilement avec tout le monde parce que
le fait de me retrouver pendant 15 ans éloigné de choses diverses et variées, j'ai découvert pas mal de choses. Et on va revenir, Céline, et justement parce que c'est ce qui vous anime aussi toutes, c'est-à-dire que vous avez dû bosser aussi, il y a les études, certes c'est un métier, mais en tout cas il faut bosser aussi à côté. Priscilla, 2 mots sur cette désociabilisation, sur cette exclusion, alors que le sport au départ, merci en tout cas pour ces mots Agnès, est facteur d'inclusion et de sociabilisation. Pour ma part, je dirais ce côté exclusion, c'était même pas de l'exclusion, c'était des sacrifices à faire, c'était plus du côté familial et entourage proche, parce que quand on part de la maison à 13 ans et qu'on est emmené à voir ses parents qu'une fois tous les 3 mois ou des fois même plus, c'est très difficile émotionnellement à gérer. Mais après, après c'est peut-être dans mon tempérament, mais j'ai toujours fait en sorte en fait d'avoir des activités extrasportives pour ne pas avoir tout le temps c'est pas mon essence, moi. Être à 2000% dans judo, manger judo, déjà que c'est quelque chose qui prend entièrement notre vie. Rester le nez dedans tout le temps, c'est pas quelque chose qui me faisait avancer. Donc j'ai toujours tenu à, par exemple, me retrouver. En fait, ça pouvait être dans l'école, dans des sorties cinéma. En fait, je me suis toujours forcée, et mes parents m'ont toujours forcée en fait à avoir d'autres choses à côté du sport, parce que ils m'ont toujours dit, après c'est peut-être leur expérience dans le sport à eux aussi qui les a poussés à m'encourager dans ce sens-là. Le sport en fait ça ne dure qu'un temps, donc il faut aussi que tu saches profiter des à côté de la vie et que tu puisses aussi préparer ton après. Parce que c'est clair que quand on fait du sport, on est à l'INSEP, on nous fait tout. C'est-à-dire qu'on arrive, on est nourri, logé, blanchi, génial. On a les médecins à disposition, on crie, on a un ongle qui saute, il y a tout le monde qui vient voir ce qu'on a. Donc on devient, même faire des papiers, envoyer des lettres à la poste. Il y en a qui ne savent pas le faire jusqu'à 20 ans parce qu'on est accompagné pour ça. Donc moi, mes parents, ils ont toujours tenu à ce que je sache... Un pied dans la réalité. Voilà, un pied dans la réalité. Donc au final... je me suis jamais sentie exclue de ce qui se passait à l'extérieur, mais c'est vrai que le sport peut nous emmener à vivre dans notre cocon, et quand on en sort, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Voilà. Ça c'est important, et ça m'amène à ce nouveau sujet, comment concilier toutes les vies d'une femme en une seule, parce que c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous continuez à faire dans vos carrières. Les études, on n'est pas bête quand on fait du sport, au contraire. Non, mais voyez ce que je veux dire. Non, mais on fait des études. Il faut continuer ses études, bien au contraire. Fatou, Céline, ou qui veut peut-être intervenir là-dessus? Oui, en fait, il y a cette connotation qu'on a un peu en disant on fait du sport, on ne peut pas faire autre chose. On peut pas faire autre chose. Moi, l'exemple typique, j'ai arrêté mes études pendant 10 ans. Parce que pareil, je voulais aller partout en Asie jouer, et je suis revenue. Là, actuellement, je fais mon master, et en même temps, je fais mon entraînement. Et en même temps, je suis maman. En même temps, j'ai une association. En même temps, plein de choses. C'est juste pour dire qu'en fait, quand on est décidé, quand on veut, et surtout qu'en tant que femme, je suis désolée les gars, mais on a quand même cette capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Mais ce qui est quand même très très important derrière, c'est qu'on veut toujours dire ouais, moi je suis femme, mais quand même on a quand même besoin des hommes pour faire tout ça. Donc c'est juste pour dire qu'on est tous dans le même bateau et que c'est ensemble que ça peut marcher. On peut concilier les études, les à côté. Tu le disais Priscilla, pour toi c'est indispensable pour se forger sa personnalité, sa propre personnalité, tous ces à côté, et on peut concilier tout ça? Alors, je pense que oui, et il le faut pour un développement personnel. Aujourd'hui, à mon jeune âge, j'ai 31 ans. J'ai toujours tenu à suivre des formations. J'ai une certification en journalisme. Je suis en train de terminer mon master en communication. Pareil, j'ai une association. En fait, en tant qu'athlète de haut niveau, on a une image en fait à gérer, et c'est énormément de responsabilités. Et puis, il faut aussi savoir gérer l'autre. Un truc qui semble simple pour des gens dans la vie lambda, avoir une relation amoureuse, par exemple.
pour une personne dans la vie lambda, c'est simple, c'est normal, c'est fluide, mais pour nous, en fait, c'est super difficile parce qu'il faut que notre partenaire de vie, il accepte notre mode de vie, de suivre, d'accepter que pendant un mois, je mange que de la salade ou qu'ils doivent manger de la salade avec moi parce que j'ai pas envie de le voir manger un burger, de mes états d'âme, de savoir que je pars pendant 2 mois à l'autre bout du monde, les décalages horaires à gérer. Enfin voilà, il y a des moments où on est absent en fait et je dirais c'est une adaptation qu'il faut mener. Et puis aujourd'hui, les femmes, en tout cas en tant que femme, je dirais que c'est beaucoup plus difficile. Aussi accepter le fait qu'être maman, des fois en tant qu'athlète de haut niveau, c'est quelque chose de pas possible ou de difficilement gérable. Donc tu dois mettre ça de côté aussi. Mais on apprend à le faire et c'est pour ça que je dis toujours que les femmes athlètes de haut niveau sont multifonctions. Voilà, et savent énormément gérer de choses et aujourd'hui donnent l'exemple à la nouvelle génération. On reviendra sur la maternité, parce que ça a fait la une de l'actualité il n'y a pas très longtemps également, parce qu'on n'est pas encore totalement prêt à tout ça, j'imagine, et peut-être que vous, les femmes, vous n'êtes pas complètement prêtes, peut-être aussi, à assumer tout ça. 2 mots peut-être sur la conciliation de toutes ces vies en une seule, Céline. Oui, comme Bricia, moi j'aime bien faire pas mal de choses en même temps. Pareil, je voulais pas penser que judo, tout ça, donc c'est pour ça que j'ai toujours fait des études et comme je disais, comme j'avais mon entourage qui me disait, tu sais, quand ça s'arrêtera, qu'est-ce que tu vas faire? Et on avait cet avantage, moi pendant que j'étais athlète de haut niveau, d'être accompagnée par la douane aussi, donc je les remercie d'ailleurs, et ça fait que quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit, je passe le concours, et dès que j'ai arrêté ma carrière d'athlète de haut niveau, un mois après, j'étais à l'école des douanes à La Rochelle pour faire une nouvelle vie. Et ce concours m'a permis de continuer après dans la discipline, passer de l'autre côté, d'athlète à entraîneur. Donc à chaque fois, j'ai su rebondir et puis après, prendre soin de son petit chez-soi. Après, moi, je suis quelqu'un qui bouge pas mal, donc depuis, j'ai encore eu plein de vies. Enfin, il y a pas mal de choses qui évoluent. Donc ouais, c'est pas facile, mais moi j'aime bien. En fait, j'aime bien me relever ce défi, ce challenge. Et maintenant que je suis plus athlète, c'est un nouveau challenge de rentrer dans la vie active, de découvrir de nouvelles choses et de cette vie d'entraîneur aussi maintenant. Il n'y a pas un si grand fossé dans ce que disait tout à l'heure Priscilla à l'INSEP où vous êtes entre vous, où on vous fait tout, et puis d'un seul coup, une espèce de gouffre devant du réel. Si, puis en plus, les gens... moi, voilà, je suis rentrée dans la vie active, on va dire classique, quand j'étais douanière. Je suis sur le terrain avec mes collègues. Eux, ils me voient comme la sportive de haut niveau. C'est la fille de la télé, parce que je restais ça malgré tout. Mais j'étais leur collègue à part entière. Et puis après, c'est la fille du judo. C'est elle qui va aller à la bagarre. Je disais non, là c'est pas du judo en fait. On est douanier. Donc il y a toujours cette chose-là. Et comme on disait aussi la relation. Alors athlète de haut niveau, fille dans un métier, parce que je me retrouve dans un métier d'homme. On va pas se mentir. Aussi la douane sur le terrain, ça reste un métier d'homme. Ça a été aussi un challenge, un nouveau défi, parce que après j'évolue, puis je commande des garçons, donc forcément il y a toujours complications, puis après je les forme, donc il y avait toujours ce relationnel des fois un peu compliqué, mais après ils ont vu que j'étais quelqu'un d'assez cool. Mais ce qui leur faisait bizarre aussi surtout, c'est que des fois on faisait des contrôles et puis il y avait des gens qui me regardaient comme ça et faisaient oui c'est bien elle, on peut avoir un autographe sur notre procès verbal. Voilà, donc c'est assez drôle quoi. Agnès, est-ce que pardon, on a papoté un petit peu ensemble avant, on a même déjeuné pour le coup, l'occasion de papoter et d'échanger. Est-ce que si je rajoutais à tout ça le handicap, c'est pas une double voire triple peine? Si, c'est double peine d'être handicapée et d'être une femme. Déjà, être une femme, c'est un handicap dans notre société. Et être paraplégique aussi. Donc si, c'est double peine. Donc forcément, c'est des discriminations autant sur valides, handicapés, sur hommes-femmes. Mais tout à l'heure, Fatou parlait de résilience, mais c'est exactement ça. C'est le quotidien, c'est ça. Et puis il y a quelque chose qui est chouette quand même dans la vie d'athlète de haut niveau et de devoir tout concilier, c'est que quand on est en stage ou en compétition, la charge mentale, là, zéro charge mentale. Parce que vous arrivez, vous mettez les pieds sous la table, vous vous entraînez, vous vous douchez, vous dormez et vous recommencez. Et donc ça, finalement, vous faites
c'est les vacances. Finalement, la compète, les stages, 3 entraînements par jour, c'est pas grave, c'est cool parce que on s'occupe de moi. Et vous rentrez à la maison, vous vous occupez de votre conjoint, de vos enfants, du boulot, de l'entraînement. Mais ouais, voilà, c'est... Eva, vous vous êtes arrêtée à 22 ans, vous avez pris votre retraite. Il y en a qui doivent sourire en ce moment, rien qu'à entendre ça, pour le coup. 42 ans en moins, quand même. Mais les 22 ans avant, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite pour être grande, enfin en étant grande? Vous voyez ce que je veux dire? Prof de maths. C'est vrai? Ça fait pas rêver. Hein. Non, mais heureusement. Je répétais ça en boucle et finalement pas du tout, quoi. Non, non, puis je suis contente de pas l'être. Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est que on fait des études, on se projette pas forcément dans un futur métier, mais on sait que, en plus, nous, on est loin d'être professionnels, c'est pas un sport qui rapporte du tout. Donc, de toute façon, il faut s'accrocher et continuer à côté. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en ligne de mire et j'ai continué mes études. Donc, moi, j'ai fait STAPS. Pas simple, hein? C'est pas facile. Pas forcément plus simple, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu ceux qui s'offraient le plus facilement à moi en termes d'aménagement d'études. Ouais. Aujourd'hui, ça évolue, heureusement. Donc, c'était simple pour ça. Et puis j'avais quand même envie de devenir cadre à la fédération, donc de passer le concours du professorat de sport. Et très rapidement, je me suis orientée sur ça. Et donc j'ai basculé l'année après les Jeux de Sydney. J'ai basculé sur la formation professorat de sport haut niveau et j'ai été vite cadre d'État. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on développe en tant qu'athlète de haut niveau, c'est cette vie à 200 à l'heure, où on n'est jamais à la maison, machin. En fait, on se réinvestit très vite là-dedans. Ça fait partie de l'ADN. Et donc, voilà, des challenges, on se met des challenges, on veut performer, on veut... Voilà, donc je suis devenue entraîneur national, juge international, et voilà, et des vies qui continuent... à 100 à l'heure. À 100 à l'heure, investie à la Fédération internationale. Enfin bon, bref, je vais pas passer tout le cursus, mais voilà, du coup on reste dans un rythme comme ça et la bascule athlète vie professionnelle, elle reste dans le même rythme et du coup j'ai retrouvé quand même toutes les problématiques de la vie de femme, hein. Donc on est une super maman, une super femme de ménage, une copine, et professionnellement on veut performer, donc il faut qu'on s'investisse à fond. Ouais, c'est pas simple. Ouais, pas simple. On va parler peut-être maintenant du rapport au corps, parce que vous êtes des femmes, le physique est quand même... On est dans une société du physique. Si on n'est pas blonde avec des cheveux longs, tout lisses et une petite queue de cheval... Pardon Eva. Mince. Zut. Elle n'a pas la queue de cheval et elle n'a pas lissé ses cheveux. Ouf. Chignon. C'est vrai que le physique, c'est important. Parmi les blessures, parmi vos blessures, peut-être vos freins, il y a les blessures visibles, celles qui vous ont marqué physiquement. Et puis, il y a sûrement les blessures invisibles. On en reparlera. Est-ce que les blessures visibles, c'est un frein dans une carrière? Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on tombe, quand on se casse quelque chose, quand on se fait mal, quand on fait mal à son corps? Ça fait partie du sport de haut niveau. Enfin, je veux dire, c'est juste le quotidien, d'avoir mal. Des fois, les blessures, elles sont graduées, plus importantes ou d'autres, mais c'est comme la machine, enfin la voiture de course, quoi. Il faut qu'on soit toujours calibré de façon très fine pour arriver à performer. Donc, mais on est des fois limite et on bascule des fois parce qu'on est trop fatigué et on se blesse. C'est souvent ça. Et ça fait partie du parcours, il faut l'accepter. Donc, il y a un moment, il faut gérer la blessure. Et ça fait partie, comme l'entraînement, de se dire qu'est-ce que je fais pour aller plus vite, pour récupérer plus vite, reprendre plus vite l'entraînement, parce que sinon, je vais trop vite perdre, etc. Mais c'est le cursus, faut l'admettre. Ça fait partie des règles du jeu. On est entraîné à ça, on est entraîné à se faire mal, enfin, je sais pas, oui. En tout cas, avoir son corps souffrir. Oui. C'est toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. Et donc, c'est apprendre à dépasser ses limites, juste ce qu'il faut, suffisamment pour progresser, pas trop pour pas tomber. C'est toujours être sur le fil du rasoir. On s'assoit sur un œuf, ce qu'on dit. On s'assoit sur un œuf. Ouais. Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est vraiment fragile, mais bon, voilà. Et aussi, il y a le fait que, enfin, moi, personnellement, par exemple, il y a des moments où, quand j'ai pas mal, je me dis même, je vais pas bien jouer. Donc, c'est pour dire qu'on vit avec la douleur, en fait. Alors, il y a ces blessures visibles, et puis il y a les blessures invisibles. En préparant, j'allais dire, cette émission, ce rendez-vous avec Priscilla, on a par exemple parlé de sujets tabous dans le sport, même si ça vient de plus en plus sur la table, avec par exemple en Espagne le congé menstruel, à Saint-Ouen aussi, on met en place le congé menstruel. J'imagine qu'en tant que femme, les règles, peut-être même les fuites urinaires, en tout cas tous ces problèmes de femmes qui font la vie des femmes, c'est peut-être aussi un frein invisible que vous avez dû affronter. Oui, mais en fait, pour l'avoir expérimenté, c'est peut-être un frein qu'on se met nous-mêmes. Et moi, je me suis retrouvée en stage d'entraînement avec une infection urinaire. Donc effectivement, infection urinaire, douleur, fièvre, fuite urinaire. Il y a un moment, pas le choix, quoi. Faut en parler à l'entraîneur. Et j'ai mis un petit peu de temps avant d'aller lui en parler. Et en fait, j'ai été bête parce que il m'a pris en charge. Il s'est occupé de moi et j'aurais dû le faire plus tôt. Mais c'est des tabous, c'est des choses dont on n'ose pas parler, des choses qu'on garde pour soi. Alors que si ça avait été une femme en face de vous, ça aurait été plus simple ou pas? Non, pas du tout. Non. Non. Non, c'est des choses qu'on garde parce pour soi. Parce que ça touche à l'intime. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure du handicap par rapport à la femme et handicap. Et en fait, chez les athlètes handicapés, il y a un petit peu moins de tabou par rapport au corps. Parce que hommes et femmes, on partage ces difficultés du corps. Mais là, moi, je ne l'ai pas fait, quoi. Je ne suis pas allée voir le coach tout de suite. J'ai été bête parce qu'il a été à l'écoute et... Il a compris. Il a compris. Ils comprennent, Priscilla, vos entraîneurs? Moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, étant plus jeune, j'avais moins de facilité, j'avais moins cette facilité à parler parce que c'est pas on ne nous enseigne pas par rapport à ça. Moi, par exemple, parler des règles, de tout, c'était super intime et puis il y avait beaucoup de pudeur aussi. J'avais même du mal déjà dans un premier temps à en parler à mes parents. Donc là, je faisais face en fait à un staff entièrement masculin. Donc je me voyais pas aller dire... et puis déjà, il faut savoir que tu as aussi cette barrière, même avec des potes, des amis, quand tu vas leur dire, ou ils vont entendre que j'ai mes règles, ça va être des moqueries. Même si c'est pas des moqueries, ça va être ha ha ha, nanana. Donc du coup, il y a déjà un rapport bizarre avec ça. Donc du coup, tu te dis, bon là, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je peux pas m'entraîner, mais si je dis à l'entraîneur, si je veux dire à l'entraîneur que je m'entraîne pas, je devrais lui dire que j'ai mes règles. Mais comment je vais faire tout ça? Donc du coup, tu préfères te taire, subir et en fait encaisser, alors qu'au final, aujourd'hui, Dieu merci, on en parle plus facilement, on a des exemples, on nous dit qu'il faut le faire, donc on a beaucoup plus de facilité à le dire, parce qu'en plus, au final, c'est se faire du mal pour rien, parce que c'est normal aujourd'hui de ne pas pouvoir s'entraîner, d'avoir des douleurs de dos, de ne pas performer en période de règles. Et puis nous, en plus, au judo, on a ce côté kimono blanc, kimono bleu. Donc, c'est-à-dire que quand on doit aller en compétition et qu'on a nos règles, en fait, on est en permanence comme ça. Ou alors, on va se baisser, on va dire à la copine, regarde discrètement ou quoi. Et quand il n'y a pas de copine, celui qui est là, c'est l'entraîneur. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui demander pour qu'il regarde, pour qu'il voit. Parce qu'on passe à la télé, tu passes à la télé avec une tache rouge sur un kimono blanc, mais là, on t'a vu. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est des choses qui sont... ce sont des choses que le public extérieur ne voit pas. Et au final, aujourd'hui, ça se désacralise un peu, et tant mieux, parce que du coup, on en parle plus facilement. On est beaucoup plus renseigné et enseigné, du coup, à ce sujet-là. Eva, vous voulez rajouter quelque chose peut-être, parce que pour le coup, on pense, vous étiez en juste au corps. Oui, alors nous, c'était voilà. Alors moi, j'avais la chance d'avoir une entraîneur femme, donc du coup, c'est clair que je lui ai demandé si ça allait. Mais en fait, moi, j'avais un autre problème. C'était, j'étais en aménorrhée souvent.
parce que période de compète, on s'assèche et que les règles sont liées à la masse grasse. Et donc souvent, j'étais en période d'aménorrhée assez importante. Alors justement, l'aménorrhée, pour le coup, on peut tomber enceinte et on est enceinte à ce moment-là, mais être enceinte quand on est sportif de haut niveau, on a vu dernièrement que ça a été compliqué pour certaines femmes dans le règlement. Je crois que c'est quoi, c'est en navigation, enfin en voile, hein, où il y a eu souci. Comment on fait pour à la fois être sportif de haut niveau, faire des compètes internationales, attendre un enfant? Vous avez une de vos amies judokates d'ailleurs, c'est Clara, hein, Clarisse, qui donne le sein limite au bord du tatami. Comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie d'une sportive de haut niveau? L'organisation. L'organisation et une équipe qui te comprend, des coéquipières qui deviennent des tatas et des tontons partout. En fait, vraiment, c'est pour ma part, c'est vraiment de la chance de l'avoir vécu cette année. Parce qu'en fait, j'ai mis ma carrière, entre guillemets, je m'étais dit, je ferai un enfant en fin de carrière. Donc, j'ai fait comme toutes les sportives. Hein. Et au moment où je faisais, pendant ma grossesse, et à un moment donné, j'avais cette envie de reprendre, j'avais cette envie de faire beaucoup de choses à la fois. Et je m'étais dit, en fait, si j'arrête ma carrière et que je n'ai pas concilié avoir un enfant et jouer, j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit, je vais quand même reprendre et voir qu'est-ce que ça fait d'être maman et de jouer. Et je vous le raconte, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est magique. Mais vous avez été accompagnée, tu t'es pas sentie seule? Parce qu'il y a un peu ça, on a l'impression qu'on est seule quand on est une sportive de haut niveau pour être accompagnée dans c'est ce que je viens de dire en fait dans l'accompagnement. C'est moi je veux dire j'ai de la chance d'être à l'éco où tout le monde, le staff, tout le monde se mobilise pour m'aider sur ce côté-là. Mais si j'étais dans un club où tout le monde me regardait en me disant on est professionnel, donc vous vous débrouillez. Là, c'est compliqué, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est dans le quotidien où ma fille, elle vient à l'entraînement avec nous. Elle fait les déplacements avec nous. Ce que Clarisse vit, Tété, après dans les vestiaires, je dirais même mollet après le match parce que j'avais les seins qui gonflaient. Excusez-moi les ados, mais voilà. C'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui, pour moi, une femme doit le vivre. La loi est bien faite. Est-ce que les règlements sont bien faits pour accompagner les sportifs de haut niveau dans la maternité? Aujourd'hui, non. On a eu une ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a essayé de légiférer là-dessus, qui s'est renseignée, qui a essayé de faire avancer les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Pour permettre aux athlètes d'être mères sans attendre la fin de leur carrière. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour légiférer, obliger quand un athlète est sous contrat, qu'il n'y ait pas de possibilité de rompre le contrat sous prétexte que la personne est enceinte. Et oui, parce que ça arrive. Ouais, c'est totalement illégal en fait, dans la vraie vie. Ben en fait, c'est pas la vraie vie. Dans nos contrats, c'est écrit. Hein. Quand on tombe enceinte, le contrat est rompu. Donc, ah oui. C'est pas en France, je sais pas trop, mais donc, moi, tous les contrats que j'avais, ça respecte pas le code du travail. Le sport est un monde vraiment à part pour les femmes ou pas? Ouais. En fait, les droits des athlètes ne respectent pas le code du travail, alors qu'on travaille. Quand on est à l'étranger en compétition avec écrit France dans le dos, on représente la France au même titre qu'un militaire. On n'a pas les mêmes droits que les militaires. Ça, c'est un point important. Vous aviez envie d'en parler, Agnès, pour le coup. Effectivement, vous représentez la France à travers le monde. C'est quoi le poids qu'est-ce qu'on porte sur soi? Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait, Eva? C'est plutôt une fierté d'arriver en Espagne et de dire waouh, c'est Eva Serrano. Parce qu'en fait, dans les pays étrangers, je suis plus connue qu'en France. On va en parler de ça dans quelques heures. Super, merci. Donc oui, parce que la GR, c'est pas un sport très encore. Même si ça a avancé, c'est pas aussi connu que certains sports et c'est moins médiatisé. Donc non, c'est une fierté, c'est un poids supplémentaire. Donc
On parlait de charge mentale. Ah, c'est un vrai poids. Oui, de devoir se dire on est là pour représenter quelque chose à l'international. Parce qu'en plus, moi, j'avais siégé à la commission internationale, enfin à la fédération internationale, à la commission des athlètes. Donc, j'avais une vraie responsabilité internationale sur les épaules. Et en plus de représenter les athlètes, il y avait aussi de défendre la place des athlètes au sein des instances. Donc, plutôt contente d'avoir réussi à faire avancer les choses. Mais oui, et quand on vous met la médaille, quand le drapeau se lève, quand il y a la Marseillaise, ça fait quoi? Ça fait quoi en vrai? En vrai, c'est indescriptible. Je sais pas comment dire. Il y a à ce moment-là, on a envie de pleurer. On se dit, waouh, on n'a pas tout fait. On a tant travaillé. Ça y est, on y est. Et puis c'est un moment de partage. Enfin, moi, à ce moment-là, vraiment, je pense à... Ta première pensée, c'est pour l'équipe? Ah ouais, mais l'équipe, mes parents, ma famille, mes amis. Puis je dis, ouais, je vais faire chanter tout le monde. Enfin, j'avais ce truc-là, mais c'était trop... Enfin, j'ai trouvé ça génial parce que je me dis, c'est un grand moment de partage. Et ce que je trouve fort, là, par exemple, on est en les compétitions, là, j'ai été voir les championnats de France minimes. Et ben, ils mettent la Marseillaise maintenant à chaque championnat de France. Et quand j'entends... Et ben je me dis, waouh, ça me fait toujours autant de frissons. Et je me dis, ah, tu vois, je sentais que quand elle était pour moi, je la partageais. Et ben là, ils la mettent. Alors, elle n'est pas pour moi, mais je sens que c'est vraiment un moment de partage. Et oui, ça fait quelque chose. Oui, on a envie de partager ce moment parce qu'on sait que même si ce jour-là, j'étais toute seule à aller chercher la médaille, mais j'aurais pas pu si j'avais pas été accompagnée. Parce que après, on est tout seul sur le tapis. Entre guillemets, on va pas se mentir, c'est moi toute seule qui me bats contre mon adversaire. Mais malgré tout, je sais que s'il n'y avait pas des personnes qui m'avaient dit Céline fait ci, Céline fait ça, ou si j'ai pas ce petit regard qui me fait vas-y, ça va le faire et tout, bah, je ne serais peut-être pas arrivée. Donc hop, bah, c'est ma médaille. Mais j'ai toujours eu ce moment de la partager avec tout le monde. Pour moi, c'était ça qui était super important. Et puis quand j'en avais pas, je me dis je vais pas partager le moment avec... Enfin, ça va être différent, le moment de partage. Mais ce qu'il faut retenir aussi, je pense pour nous athlètes, c'est parfois moi ce qui m'a toujours fait un peu de mal, c'est on a gagné, tu as perdu. Et ça on l'entend souvent, même des fois sur les trucs des journalistes, c'est la France a gagné, enfin on a gagné et la France, enfin quand l'équipe de France perd, enfin dans n'importe quelle discipline ou n'importe quel athlète, il a perdu. Et je pense que il faut être là dans les bons et dans les mauvais moments. Et parfois je trouve que quand on passe un peu à côté des choses, on n'est pas forcément soutenu par pas notre entourage proche, parce que lui il est toujours là, mais des fois ce qu'on entend c'est un peu difficile. Et quand du coup on gagne, on fait voilà, nous aussi on a nos moments de faiblesse. Et donc c'est pour ça je pense que après je vois pas de méchanceté, voilà, c'est pas de la méchanceté, mais il faut se rendre compte, c'est on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc il faut, voilà, on a envie de partager les médailles et aussi parfois un peu les défaites parce que ça fait partie du sport. Eva? Alors, moi j'ai envie de dire c'est un moment intense où on a l'impression que tous ces efforts, toutes ces choses difficiles qu'on a accomplies, d'un coup c'est là quoi, ça y est, c'est l'accomplissement de tout ça quoi, de tout l'envers du décor que personne voit parce qu'ils sont là qu'au moment de la compétition. Mais je rejoins Céline sur le fait que quand on est sur le podium, si on était comme à Tokyo dans une salle vide, ça n'a pas la même saveur que quand la salle elle est remplie. Donc croisons les doigts pour que ça tienne jusqu'à Paris 2024. Et aujourd'hui, de l'autre côté du miroir, je veux dire, j'ai autant d'émotions de voir l'équipe de hand gagner les Jeux Olympiques. J'ai pleuré comme tout le monde. Ça, maintenant, de l'avoir vécu, et je le vis autant pour les autres en fait. Il y a un moment d'émotion très forte et je pense que au moment où l'athlète gagne, il est sur le podium avec la Marseillaise, c'est un moment de communion très fort en fait que le sport fait vivre, et ces émotions fortes, tout le monde les partage en fait. Donc ça c'est chouette. Et puis pour la petite parenthèse Paris 2024, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, Céline elle dit j'ai envie de partager ma médaille, ça sera possible à Paris. Je trouve ça trop génial. Je trouve que l'idée qu'il y a eu là, parce que tellement de sportifs ont dit ils sortent, ils donnent la médaille, ils la mettent autour du cou de l'entraîneur, etc. Enfin voilà, à Paris on pourra donner un bout à plusieurs personnes qui ont contribué à la... Génial. Trop chouette. Ouais. Ça va être un peu comme les tickets.
Enfin, on va devoir prendre sa place. Je crois qu'il y a 3 morceaux et on peut donner un morceau à chacun. Ouais, c'est trop chouette. C'est Stark qui a fait ça. Super. Terre de jeu 2024, Orléans, ouais, pour le c'est coup. pour ça. On aura l'occasion d'en reparler pendant tout ce week-end, évidemment. Est-ce que vous voulez intervenir peut-être sur cette représentation de la France ou d'un pays, peu importe, ou en tout cas d'avoir cette émotion du titre, cette émotion de la médaille? Fatou, Agnès ou Priscilla? Avoir la médaille d'or, c'est vraiment un accomplissement. Moi, pour ma part, je sais que c'est super bizarre. T'as pas dit bronze ou... Ouais, non. C'est super bizarre parce que moi, à chaque fois que j'ai gagné l'or, je suis tombée malade 3 jours après. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 3 jours, je suis malade. En fait, parce qu'il y a tellement de pression, de stress, que quand en fait, il n'y a que ce moment-là où quand j'ai l'or, où en fait, je me dis... je peux souffler. Parce que quand on fait 2e, on fait 3e, on a un combat qu'on a perdu, donc on reste sur sa faim et puis tout de suite on se remet en selle pour aller du coup chercher l'or. Et en fait, une fois qu'on l'a, moi à chaque fois je suis malade. Donc c'est à double tranchant. C'est super, mais en fait c'est là où on se rend compte qu'on travaille pour ça. Et entendre la Marseillaise, en fait, c'est l'accomplissement d'un travail de longue haleine et c'est vraiment c'est unique et c'est quelque chose qu'on... Il y en a qui ont la chance de gagner tout le temps, mais quand on ne gagne pas tout le temps, quand ça arrive, on savoure à fond, quoi. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas toujours. Vos médailles, on ne les voit pas toujours. Vos titres dans les sports, vous l'avez dit tout à l'heure, Eva, la gymnastique rythmique et sportive, à un moment donné, on l'appelait sportive. On a enlevé les S. On a enlevé le sportif, mais de ne pas être médiatisé, de ne pas être reconnu, moins que les hommes. Comment on fait? Comment on peut se dépatouiller de ce souci? Est-ce que les Jeux 2024 vont peut-être permettre l'émergence du sport au féminin ou pas? Je pense, parce que les Jeux sont féminines. Je ne sais pas si vous avez vu le slogan de Paris 2024, elle a des lèvres. Donc je pense que les Jeux vont être très très féminines. C'est Marianne. Ouais, Marianne. Donc du coup, pour une fois, je pense qu'on va vivre des Jeux très très féminines et je suis vraiment fière de ça. Comme j'ai dit, moi, franco-sénégalais, je vis ces émotions dans les deux sens. Et c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Vraiment, je pense que les JO qui vont arriver ici, en fait, c'est le moment de donner la voix aux femmes. Même du côté du journalisme, je vois que même il y a vraiment, on a ce côté-là, moi qui est un peu sur Impact 2024. C'est pareil, il y a beaucoup d'incubateurs qui sont en train de faire pour des femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place vraiment pour les femmes. Et ça, j'espère que ça va continuer après les Jeux, surtout. Parce que ce serait dommage qu'on s'arrête aux Jeux. C'est ça. Vraiment. Mais médiatiser, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du public aussi derrière. Oui, tout à fait. Il faut le public, mais aussi maintenant, en fait, on va dire que nous, femmes, je ne sais pas vous, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on arrive quand même à se faire entendre. Donc, même s'il y a toujours un peu cette frustration de se dire, tout à l'heure, j'en ai parlé à table, de voir le salaire de Mbappé qui est par rapport au salaire de la meilleure joueuse footballeuse 2000 fois. Des fois, ça fait quand même un peu pleurer, mais après, on se dit, dans la vie, il faut savoir accepter quand même les choses. C'est-à-dire, le football masculin est comme ça, on le laisse au football masculin. Mais par contre, de voir d'autres sports comme la gym, le volley, tout ça, pour moi, il mérite quand même un peu plus de médiatisation. Préparez vos questions, parce que dans quelques instants, il est 15h40. Je viendrai dans la salle si vous avez des questions à poser, évidemment, à nos sportives qui sont avec nous cet après-midi. Fatou Diouk, Priscilla Nieto, Céline Lebrun, Agnès Legroux et Eva Serrano qui sont avec nous jusqu'à 16h avant de retrouver un joli spectacle. Évidemment, vous pourrez poser vos questions. On peut parler de médiatisation. Comment on fait pour faire venir les médias, les journalistes, mais aussi le public dans vos sports, en tout cas aller regarder les sports, vos sports? Céline, Eva, nous, c'est clairement les résultats. C'est que les résultats d'une manière générale pour le sport en Moi, quand j'ai commencé la gymnastique rythmique, on m'a dit mais on parlera de toi qu'à partir du moment où tu feras des médailles. C'était vrai. Ça a été un truc supplémentaire, un booster supplémentaire? Ah, carrément. Ouais, carrément. Ça n'a rien à voir. Céline? Je pense qu'il y a ça. Puis après, il y a aussi des disciplines qui sont plus faciles à regarder que d'autres. Moi, on me dit toujours, le judo, c'est compliqué, j'y comprends rien. Alors j'entends, nous il faut qu'on tombe sur le dos, il y a à part soumission, donc étranglement ou clé de bras. Mais alors moi j'aime bien le rugby, je vous avoue, j'ai beau regarder le rugby,
je vous avoue, je n'y comprends toujours rien. Les règles, j'ai eu même la chance la semaine dernière d'aller à Marcoussis. On m'a expliqué, j'ai eu la chance de voir l'équipe de France s'entraîner avant le match. J'ai toujours rien compris. Donc quand on me dit oui, c'est parce que c'est plus clair, les règles, non, ça je suis pas tout à fait d'accord. Après voilà, c'est des disciplines qui pèsent plus que d'autres. On va voir là avec l'arrivée des nouvelles disciplines olympiques comme le breakdance, l'escalade, tout ça. Bon, alors moi j'ai eu la chance de voir l'équipe de France de breakdance parce qu'elle est venue se mettre en place au tournoi de Paris. Elle nous a fait une petite démonstration. Moi j'aime bien. Après, je sais pas comment ça va être noté. J'espère que ce sera pas aussi sévère que quand on voit en gym ou autres disciplines comme la natation synchronisée où il faut avoir déjà bien montré son programme pour être dans les 15 et puis après tu sais que tu vas pas gagner les jeux. Enfin moi par exemple, pour moi je trouve ça impensable de se dire parce qu'on n'a pas vu la chorégraphie avant, on sait qu'on ne peut pas gagner ou je sais pas tout, il y a tout un truc comme ça. Moi je trouve pas ça logique. Il y a des règlements quand même. Voilà, règlements qui sont un peu particuliers et voilà. Donc pour moi je pense que chaque sport a sa particularité, il faut regarder. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire plusieurs Jeux olympiques et paralympiques aussi, en tant que marraine par rapport au judo. Et j'ai découvert, par exemple, le hockey sur gazon, que je ne connaissais pas. C'est sympa à regarder. Il faut être curieux, en fait. Il faut être curieux. Et je pense que parfois, les gens, ils se contentent de ce qu'ils savent et ils ne vont pas chercher. Et, ou de ce qu'on leur donne. Ouais, ou de ce qu'on leur donne. Parce que quand je vois que le billard passe beaucoup plus à la télé que d'autres disciplines, c'est cool. Mais je pense que chaque sport a sa place à la télé, dans les médias, qu'ils soient radio ou journal. Pardon, Céline. Ça commence à crépiter dans le public. Allez, nous sommes prêts. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Parce que moi j'en ai plein. Hein. Rassurez-vous. Vous avez des questions ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on parle de salaire? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'argent? Est-ce que Oui. Eh ben nous cinq, on n'a pas le salaire d'Mbappé. Voilà. Et on en est loin. Alors là... on parlait de salaire. Vous n'avez pas le salaire d'Mbappé à toutes les 5. À 6. Allez, je me mets dedans. En revanche, il faut que vous cherchiez des sponsors. Il faut aller à la pêche aux sponsors. Il faut aller chercher aussi les gens qui vous accompagnent. Et ça, c'est un dur boulot aussi, non ? On en a parlé quand on mangeait ensemble. Oui, tout à fait. En fait... je trouve pour les sportifs individuels, c'est plus facile, excusez-moi. Parce qu'en fait, pour les sports collectifs, notamment pour le volley, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres sports, déjà, vu que c'est un sport pas médiatisé, et déjà, sport féminine, et déjà, ça dépend de la ville aussi, parce on voit Cannes. Je ne sais pas si vous connaissez Cannes, c'est un super bon club féminine qui est très, très connu, qui quand même arrive à avoir des sponsors. Mais je mettrais la partie qui fait que, à Cannes, il n'y a que des blondes, grandes filles, queue de cheval, voilà. Voilà, cheveux lisses aussi. Donc, en fait, il y a tout un travail derrière qu'il faut qu'on fasse. En fait, moi, j'invite les entreprises vraiment s'ils peuvent dispatcher le sponsoring, ce serait vraiment bien à tous les sports. Parce qu'en fait, en plus, en ce moment, on a une facilité de défiscalisation à 60%. Donc vraiment, bravo, voilà. C'est dit, hein, allez-y. Voilà, donc je les invite vraiment à aider les sports, mais surtout féminines, parce qu'on voit en ce moment, il y a beaucoup de clubs qui ferment, notamment le hand qui a fermé ici par faute de sponsoring. Et si on ferme les yeux, il y a d'autres clubs qui vont suivre. Donc, je vous invite vraiment à aller vers les sports féminines pour vraiment essayer de relever le défi ensemble. Est-ce que le nerf de la guerre, c'est encore l'argent dans tous les sports, dans tous vos sports ? Eva ? Oui, nous on est un sport complètement amateur, donc c'est toujours très délicat. Pareil, les sponsors, c'est compliqué parce que les fédérations ont leurs propres sponsors, donc porter le logo du sponsor au chemin du monde, c'est interdit. Plus la réglementation FIC qui fait qu'on n'a pas le droit de dépasser tant de petites bannières de telle taille sur les justes au corps, et on n'a droit qu'à un seul, donc voilà, donc ça complique beaucoup les choses.
Mais quand même, je voulais juste rappeler qu'à l'approche des Jeux, il y a la Fondation du Sport qui, avec le pacte de performance, qui rassemble pas mal d'entreprises et qui font une aide justement encore plus intéressante, puisqu'on pousse à 66% de défiscalisation, qui met en lien les entreprises et les sportifs justement pour faire du mécénat. Donc il y a quand même pas mal de sportifs dans l'élan des Jeux qui bénéficient de certains dispositifs pour les accompagner là-dessus. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à prendre le micro. Est-ce qu'il y a des profs de... Ah, bravo. Lève-toi, jeune fille. Ouais, bah oui. Il nous faut ton nom, ton prénom, ton âge, ton sport. Ok, bah... Vas-y, parle dedans, comme une glace. Ok. Du coup, je m'appelle Rim, j'ai 17 ans. Et je voulais savoir s'il y a déjà des moments où vous vous êtes senti découragé, vous avez pensé à abandonner. En fait, le sport de haut niveau, on passe par beaucoup de moments comme ça. En fait, à chaque fois, moi, je peux dire, ça s'est passé au moins 5-10 fois dans ma carrière. Mais la particularité d'être sportif de haut niveau, c'est de pouvoir se relever très vite. C'est-à-dire, même on perd un match, tout de suite derrière, on se refait le match la nuit. Et d'ailleurs, quand on joue, par exemple, moi je joue samedi, après jusqu'à 3h du matin, j'arrive pas à dormir. Donc, parce que je me remets le match, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et dès lundi, on se remet dessus. Donc, c'est vraiment c'est des étapes qu'on passe assez souvent, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Les échecs, ça fait partie du sport de haut niveau et les moments de découragement qui vont avec. Mais c'est exactement ça. C'est savoir analyser ce qui s'est passé pour rebondir et aller encore plus haut. Et je trouve que même les échecs, c'est encore plus moteur que le reste. C'est des moments où, quand on arrive à passer au-dessus, on grandit encore plus. Lève-toi, n'hésite pas. Je me demandais, c'était quoi le moment que vous avez vécu le plus compliqué dans votre carrière ? Céline Lebrun. Le moment le plus compliqué, c'est comme on disait, c'est la blessure. Comme on dit, ça fait mal. Et quand mon genou a pété, pour moi, ça a été oh non, pas maintenant. C'était j'étais pas prête. Et franchement, ça a été vraiment quelque chose de très difficile. Mais comme on a dit, ça a fait un peu partie de l'échec. J'ai su me relever, me battre. Et surtout que c'était pour la course au jeu. Donc ça a été vraiment un moment très difficile. Mais comme je disais, j'ai été très entourée, très bien entourée. Et ça m'a permis de continuer. Agnès. Alors, moi, je trouve que la blessure, ça fait partie du jeu. On connaît la règle, on sait que si on est blessé, on part pas. Et donc pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est d'avoir fait les minima pour les championnats du monde et de pas partir pour les championnats du monde, et que à la place, il y a une autre personne qui n'avait pas fait les minima, qui est allée au championnat du monde en tant qu'invitée. Et là, je me suis dit, mais les règles du jeu, elles n'ont pas été respectées. Et ça fait vraiment mal. L'injustice. Apparemment, ça fait un peu légion dans le sport au féminin, l'injustice. Ouais. J'allais répondre à votre question. Alors, moi, personnellement, c'est pendant la grossesse. En fait, nous, sportifs, dans notre carrière, quand on est enceinte, il n'y a pas de prise en charge Pôle emploi. Je l'ai vécu, pour vous le dire. Donc, en gros, on est payé quand on est sportif. Et donc, dès qu'on ne l'est pas, on se retrouve, on va dire, sur les 9 mois au chômage. Voilà. Au chômage, mais pas payé. Pas payé, c'est ça. Donc, histoire vraie. Ah oui, il y a quand même pas mal d'injustices à réparer avant les Jeux Olympiques, Eva, pour le coup. Ah voilà. Allez, l'agence. Boss. Non, mais je sais que la ministre, elle a pris le dossier à bras-le-corps et qu'il y a un petit collectif CNOSF, agence, ministère, qui travaille sur le sujet de la problématique de la grossesse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire évoluer là-dessus. Comme il y a une cellule qui travaille sur la reconversion des sportifs de haut niveau, parce que c'est un dossier qui est très mal géré par les fédérations, et qu'on essaye aujourd'hui de réunir les acteurs autour de l'AFPA, l'APEC, Pôle emploi, justement, pour faire avancer l'accompagnement des sportifs dans cette phase de reconversion qui est difficile, parce que c'est quand même une phase aussi où il y a un deuil, que ce soit clair. Une phase de deuil, la petite mort. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de retraite, parce qu'il y a quand même un moment de rupture qui est fort. J'imagine, oui, qui doit être difficile. Les mains se lèvent, super. À la fin du cours, dites donc.
Est-ce qu'il y a des profs de gym d'ailleurs avec vous aujourd'hui? Enfin, de PS? Non? Bonjour, à part le rêve que vous faisiez, est-ce que vous avez un autre sport de rêve que vous faites? À part votre sport de rêve, celui que vous Alors avez... moi, si j'avais pas fait de judo, je voulais faire du handball. Bah, comme Priscilla. Une autre question. La coupe préférée qu'elle a gagnée? Bah, pour ma part, moi, c'est le plus grand, c'est le plus grand tournoi au monde. Bah, c'est le tournoi de Paris. La première fois que je l'ai fait, j'ai dit bon allez, si je passe un tour, c'est génial. Bah, je l'ai gagné et cette fois-là, bah, j'étais la seule française. Donc voilà, c'est le plus grand tournoi. Bah, celui que Teddy a essayé de gagner encore cette année, qu'il a réussi. Moi, je dirais que ma plus belle médaille, c'est ma médaille olympique que j'ai obtenue aux Jeux Olympiques de Londres. Alors moi, ma plus belle médaille, c'est les Champions League asiatiques. Agnès, le plus bon souvenir, meilleur souvenir? Alors moi, mon plus beau souvenir, il n'est pas lié à une médaille. Il est lié à mon retour des Jeux paralympiques de Rio, où j'ai fait finaliste. J'ai pas eu la médaille. Et ce qui m'a surpris, c'est que ça avait été médiatisé. Et c'est le retour. Pour moi, j'avais vécu quelque chose de normal parce que c'était mon quotidien depuis des années. Et avec l'habitude que personne ne sache. Et revenir en France avec tout le monde qui avait vu ce que j'avais fait parce que c'était passé à la télé. Ça, c'est énorme. Et on revient à la dame de la télé, de Céline du début. Eva. Alors, je suis partagée en fait, donc je veux dire deux souvenirs. La plus belle victoire, je pense, c'est mon titre de championne d'Europe en 2000, juste avant les Jeux de Sydney. Ça se préparait bien, mais ça n'a pas concrétisé au jeu. Ouais, je pense que l'émotion qu'on ressent sur ce podium avec la Marseillaise, il est super fort. Mais un des plus beaux souvenirs, et je vais faire le lien avec Paris 2024, c'est les championnats du monde en 94 qui ont lieu en France. On a un public qui adore la GR, et donc on avait rempli Bercy, même on avait débordé, parce qu'il y avait des gens dans les escaliers. Et ça, c'était dingo de voir la France, comment elle soutenait l'athlète. Donc je suis sûre qu'on va vivre ça à Paris 2024, que ça va être extraordinaire. Et ouais, d'entendre 15 000 personnes crier « Eva, Eva !» C'était assez génial. On imagine, on imagine. Comment faire venir les jeunes filles au haut niveau par plus de sport à l'école peut-être? Malheureusement, dans les rencontres parents-prof, le prof de gym, c'est celui qu'on va voir vraiment en tout dernier. Mais c'est dommage. Le conseil pour devenir sportive de haut niveau, s'il n'y a qu'un conseil, un mot en un mot. Fatou, Priscilla, Céline, Agnès et Eva, votre conseil? Ambition. Plaisir. Détermination. Oser. Motivation. Merci à toutes les 5 pour votre disponibilité.